Bonjour, je m'appelle Véronique Leblanc, je suis commissaire indépendante et j'ai le privilège d'être aussi commissaire en résidence pour l'année 2020-2021 à la Galerie UCO dans le cadre du projet Chercher l'ouverture. Et puis, je vais laisser Zoé Chan, qui est également commissaire, se présenter elle-même au cours de la conversation là, qu'on va avoir aujourd'hui ensemble. Je veux tout d'abord tout simplement vous souhaiter la bienvenue, mais surtout prendre le temps de reconnaître que les réseaux de communication à travers lesquels on est connecté aujourd'hui, puis les terres sur lesquelles on se trouve actuellement, font partie de territoires non cédés des peuples autochtones. Et où qu'on soit à travers le vaste territoire qu'on appelle aussi Canada, bien, on vit dans un endroit où les personnes, en fait, des Premières Nations, Métis et Inuits ont des savoirs, des pratiques, des relations au monde qui sont fondamentalement ancrées dans la terre et les eaux de l'île de la Tortue. Donc, je souhaitais tout simplement, en fait, je tiens à les honorer, mais aussi à reconnaître la dimension coloniale de la réalité sociale et politique dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je nous invite, en fait, puisqu'on va parler de la notion de communauté aujourd'hui, à réfléchir à nos relations avec les personnes et avec les communautés autochtones qui sont près de nous, puisqu'on est à différents endroits, et à considérer aussi la grande valeur des actions de soins, de transmission, de résilience, de lutte pour la justice sociale et environnementale qui sont poursuivies par ces personnes et ces communautés et qui, j'ai l'impression, et je le crois, doivent être appuyées, écoutées, rendues visibles et prolongées. Donc, Zoé, je te laisse te présenter. Merci Véronique, merci pour la belle introduction, très bien réfléchie. Donc, merci à toi et aussi à la galerie à UCO pour l'invitation. C'est un plaisir d'avoir préparé cette discussion avec toi dans nos dernières rencontres. Et c'est de cet même état d'appréciation et reconnaissance que j'aimerais aussi mentionner que je suis, ou souligner le fait que je travaille, je vis sur les territoires traditionnels, ancestrales, non cédés, des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Voilà, et en tant qu'introduction, je suis commissaire adjointe à la Vancouver Art Gallery et avant ça, pendant 5 ans, je travaillais comme commissaire indépendante. Oui, voilà. Peut-être que puisqu'on intervient justement dans l'axe communauté aujourd'hui, on s'est demandé là, en préparant notre conversation, Zoé et moi, tout simplement en débutant l'une et l'autre, pourquoi on s'est intéressé à des pratiques qui adressent des enjeux ou qui soulèvent des enjeux liés à la notion de communauté. Donc, on vous propose de commencer avec ça. Est-ce que Zoé, tu veux y aller d'abord? Bien sûr, c'est une bonne question. D'abord, c'est sûr que ça commence, mon intérêt a commencé par mes propres expériences personnelles en tant qu'immigrante quand j'étais enfant. Juste le fait de être dépaysé, on commence tout de suite à réfléchir, même quand on est jeune, à cette question de qu'est-ce qui veut dire une communauté. Mais je dois dire où j'ai vraiment commencé de réfléchir sur cette question, c'était au début de ma carrière professionnelle et en travaillant dans les arts à Montréal, en fait. D'abord, par exemple, un de mes premiers emplois était pour le Conseil des arts de Montréal, où j'ai travaillé pour une délégation qui avait été mise en place pour faire des recommandations au CAM concernant les artistes issus de la diversité des artistes des communautés culturelles. Et je dois dire qu'il y avait des gens au Conseil des arts de Montréal qui ne voulaient pas me parler parce qu'ils étaient tellement contre cette idée
Il y avait beaucoup de discussions comme est-ce qu'on va abandonner les critères de le professionnalisme et ce genre de choses. Donc là, c'était un moment très marquant pour moi. Et aussi, après, quand j'ai travaillé pendant 4 ans au mai, Montréal Aventure culturelle, là, tout de suite, le fait que le mandat était justement de présenter, de promouvoir, de soutenir des artistes. Souvent, je travaillais avec des artistes, des nouveaux immigrants, mais aussi des gens qui habitaient au Canada, au Québec depuis longtemps. Donc, je voyais encore une fois que la communauté artistique n'était pas si ouverte quand même imaginé. Ça, c'était entre 2006 et 2010. Je pense que beaucoup de choses ont changé depuis. Mais je pense, donc, mon rapport à cette question de la communauté reste quand même, je dirais, assez pratique dans un sens. Juste le fait je pense que c'est important je pense que c'est important pour tout le monde qu'on écoute ses voix, ses voix et ses perspectives peut-être différentes et aussi qu'on reconnaître des différentes esthétiques et histoires et traditions. Excuse-moi, c'est un peu long. Ça va, on est là pour discuter. Alors, la longueur, je pense, en tout cas, pour l'instant, n'est pas un enjeu critique. Mais je suis curieuse aussi de savoir plus sur ton intérêt pour cette question. Oui, parce qu'en fait, ça se présente vraiment différemment pour moi, puis j'imagine que c'est pas étranger au fait que je sois une personne blanche issue de la colonisation, qui n'a pas cette expérience-là d'être une personne migrante. Et donc, lorsque je réfléchissais à d'où ça vient cet intérêt-là pour la notion de communauté ou pour le commun ou différentes questions liées à comment on adresse les relations entre l'individu et le social ou justement l'individuel et le collectif et tout ça. Pour moi, ça vient vraiment beaucoup d'un intérêt pour des types de pratiques artistiques. Donc, c'est vraiment à travers, on dirait, au début des années 2000, j'étais au baccalauréat en histoire de l'art et puis là, je commençais à découvrir en fréquentant le monde des centres d'artistes, en fréquentant des événements de performance aussi, puis à travers un cours d'art actuel, je me souviens que j'avais eu avec Marie Fraser à l'Université de Montréal, où j'avais commencé à être en contact vraiment avec des pratiques de performance, avec des pratiques d'intervention dans l'espace public, avec des pratiques dites relationnelles aussi. Et puis, c'est vraiment à travers ce genre de pratique-là qui passait à ce moment-là, il y a des gens qui écrivaient qu'on passait d'un in situ, de l'installation in situ à l'in socius, donc des artistes qui travaillent dans le social, dans l'espace public, mais envisagé d'un point de vue le public et un lieu aussi est fait des personnes qui le font et qui le traversent et qui en écrivent l'histoire. Et puis là, il y a toujours des questions d'inclusion et d'exclusion qui sont évidemment à l'œuvre dans ces lieux-là. Mais c'est vraiment, donc, en commençant à m'intéresser à des pratiques, là, il me semble, à cette époque-là, il me viennent en tête des œuvres comme Sylvie Coton, le théorème des Sylvies, qui va à la recherche des Sylvies qui existent dans le bottin téléphonique, des œuvres comme Présence de Dévorah Neumark, qui s'installe dans l'espace public pour tricoter une sorte de kippa qui va recouvrir tout son corps, puis elle tricote d'une différente couleur quand il y a des personnes qui lui parlent, puis d'autres qui passent et qui ne lui parlent pas. Des œuvres de Martin Dufresne avec Se refaire un salut, il propose à des gens d'échanger des objets. Donc, c'est vraiment là que j'entre en contact avec des artistes qui veulent travailler avec des groupes ou solliciter la participation, la collaboration de gens. Puis, après, effectivement, il y a un premier contact avec ces œuvres-là, mais après ça, il y a vraiment
un investissement avec des œuvres comme 8x3 fois 363 plus 1 de Raphaël de Groot, je pense, où elle travaille dans une usine en Italie avec un groupe de travailleurs qui travaillent dans l'usine. Puis Them de Artur Żmijewski, qui est un artiste polonais qui fait des ateliers de création avec toutes sortes de gens qui ont des postures antagonistes là, dans un lieu communautaire en Pologne. Et puis là, on voit que l'activité participative qu'ils font ensemble dégénère complètement vers une situation beaucoup plus conflictuelle puis plus violente. Donc là où je veux en venir avec mon espèce de récit là, à travers quelques œuvres, c'est que je me suis beaucoup intéressée aussi à des œuvres qui contredisaient cette question que lorsqu'on met des gens en collaboration, ben, c'est de la convivialité ou du lien social qui se crée, mais plutôt que certaines pratiques artistiques vont faire ressortir il y a toujours une nécessité de la négociation quand on met ensemble des gens et qu'il y a plusieurs artistes, dans le fond, qui travaillent la question de l'altérité en même temps que celle-là de l'être ensemble, puis que la différence fait partie, en fait, du commun, puis peut-être même l'antagonisme fait partie du commun. Fait que c'est un peu à partir de cette perspective-là que la communauté est arrivée dans mes réflexions. J'ai l'impression que ça se transforme en ce moment, mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler plus en profondeur. Donc, comme tu vois, c'est long aussi pour moi de parler de ça. La deuxième chose qu'on aurait envie aussi de soulever puis de discuter avec vous, c'était qu'on a remarqué, Zoé et moi, en discutant en préparation à aujourd'hui, qu'on travaille souvent l'une et l'autre avec des pratiques qui soulèvent évidemment la question de la représentation, hein, à travers différents genres d'interactions entre trois choses, la collaboration, la performativité et le documentaire, qui s'articulent de façon très différente selon les pratiques auxquelles on s'intéresse, mais souvent qui sont présentes là, dans les œuvres auxquelles on s'intéresse. Fait que ce qu'on vous propose, c'est de faire d'essayer de voir comment ces interactions-là se produisent à travers des exemples d'œuvres ou d'expositions qu'on a réalisées. Puis, en espérant que ça rende les choses un petit peu plus concrètes pour vous, là, en voyant des images, et puis aussi ben, pour le plaisir de parler de pratiques artistiques, puisqu'on est des commissaires, puis que c'est vraiment à partir de ça que tout émerge et que tout se produit. Est-ce que tu veux que j'y aille d'abord? Oui, allez-y. Oui, vas-y. OK. Mais je pense que ça m'intéresse à ce propos-là de voir un peu le passage là, d'une posture de chercheuse à une posture de commissaire. J'ai l'impression que ce qui s'opère dans un regard peut-être un peu plus théorique qu'on peut avoir sur les œuvres quand on étudie, par exemple, des processus artistiques ou des démarches d'artistes ou qu'on fait l'expérience des œuvres puis qu'on les analyse, ça se bonifie pour moi dans mon travail de commissaire d'une sorte d'implication ou d'une interaction avec les processus de création des artistes quand il s'agit d'œuvres collaboratives ou performatives, justement, ben, il y a toute cette fabrique de l'œuvre-là ou les manières de faire œuvre à travers des processus auxquels j'assiste comme commissaire ou des fois auxquels je participe qui, en fait, commencent à teinter mon travail puis à lui donner une dimension plus pratique aussi, qui inclut aussi une dimension théorique et de recherche, mais qui s'ancre vraiment dans un vécu ou dans une expérience partagée avec un ensemble de groupes et de participants. Puis, j'ai l'impression que ça transforme quand même un peu mon regard là, sur le travail, puis sur ma perception de ces choses-là, la collaboration, la performativité, la dimension documentaire, l'enregistrement, puis éventuellement aussi la question de la communauté. Donc, pour parler de tout ça, puis voir un peu comment ça se passe, je voulais vous parler aujourd'hui d'un projet de commissariat que j'ai réalisé avec l'artiste Raphaël de Groot, justement, là, que je mentionnais tout à l'heure, sur la Côte-Nord, entre le village de Longue-Pointe de Mingan et la communauté de Noutaquan, plus au nord-est. Donc, un projet qui s'appelle Subsistance en français, Inyun en Innu.
qui veut dire vie, donc subsistance d'une certaine façon. Là, la traduction est toujours quelque chose qui ajoute là, des sens à ce mot-là. Qui a été réalisé en fait dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. Donc, c'était un projet qui s'appelait Repères 2017 ou Landmarks 2017 en anglais, qui est initié au départ par un organisme situé à Toronto qui s'appelle Partners in Art, qui est en fait un regroupement de femmes qui ont à la mission de soutenir, qui se donnent la mission à travers leur organisme de soutenir des initiatives en art contemporain canadien. Donc, c'était un projet d'une assez grosse machine. Hein. Il y avait 7 commissaires, 11 artistes au moins, 16 groupes étudiants dans des universités à travers le territoire canadien qui s'intéressaient à ces questions-là dans le cadre de leurs cours de bac en art visuel ou de maîtrise en art visuel. Bon, puis l'idée, au fond, c'était de faire des projets avec des artistes en art visuel dans des contextes de parcs nationaux. Donc, il y avait quand même un contexte politique très particulier. La manière dont les commissaires que nous étions et les artistes aussi qui finalement sont embarqués dans le projet, qui était pour la majorité des artistes autochtones, on a abordé ensemble donc cette espèce de commande-là, hein, de faire des nouvelles œuvres collaboratives dans des parcs nationaux de manière assez critique, je dirais. La prémisse de départ étant que le Canada n'a pas 150 ans, hein, si on pense à son histoire en tant que territoire, en tant que terre, que d'un point de vue autochtone aussi, il n'y a pas grand-chose à célébrer en regard des impacts actuels là, de la colonisation qui persistent au Canada et qui sont toujours la réalité là, de plusieurs personnes un peu partout, puis que aussi, les parcs nationaux, c'est évidemment des endroits avec des richesses naturelles grandioses et spectaculaires, mais c'est aussi des endroits qui peuvent être des outils justement de pouvoir ou d'appropriation du territoire et qui nourrissent en quelque sorte un discours du pays puis de l'identité canadienne qui se base là, sur une espèce de représentation d'un paysage vidé de ses habitants. Là. Et là, l'exemple de ça le plus qui vient en tête immédiatement en art, c'est un peu le travail de Kent Monkman qu'il fait avec les représentations du territoire canadien où il y a donc, pas de présence autochtone, puis dans laquelle il réinscrit différents types de présences. Mais donc, la prémisse de départ étant que les parcs nationaux, il y a aussi là-dedans des histoires à mettre en perspective en relation avec des communautés qui les côtoient, qui les traversent, qui, à la limite, dans certains cas, ils ont été expropriés de ces lieux-là, mais aussi en relation avec le vivant, puis avec ce que décrit si bien, je trouve, le mot « land » en anglais, là, dans toutes ses dimensions. On dirait qu'on n'a pas vraiment de traduction de ça très précise ou intéressante en français. Donc, en travaillant avec Raphaël de Groot pour ce projet-là, elle a choisi de travailler avec la réserve de parc national de l'archipel de Mingan sur la Côte-Nord. Donc à peu près à 200 km là, au nord-est de cette île, donc en région qu'on dirait éloignée. Peut-être que je peux vous montrer en même temps quelques images du projet pendant que je vous le décris. Excellent. Alors, j'ai invité Raphaël de Groot à participer à ce projet et elle a choisi de travailler avec la réserve de parc national de l'archipel de Mingan. Qui débute donc à 200 km au nord-est, là, à peu près de cette île, pour vous donner une idée, donc dans la région de la Côte-Nord. Je vous montre quelques images tout en parlant là, qui viennent du site web de l'artiste. J'ai trouvé aussi intéressant de montrer la séquence d'images que Raphaël proposait sur son site pour aussi intégrer la manière dont elle fait un peu le récit de cette pratique-là dans ma présentation aujourd'hui. Donc, la manière dont j'envisageais ce projet-là au départ, c'est que les parcs nationaux sont un peu comme des musées. Hein. Ce sont des endroits où, en gros, on ne peut pas nécessairement toucher à tout ce qu'on veut ou cueillir tout ce qu'on veut. Donc, qui sont un peu mis sous une cloche de verre et qui représentent une certaine idée, disons, de la conservation ou de la durabilité, mais aussi ce sont des lieux qui produisent des récits par rapport aux lieux, au territoire, à ce qu'on voit.
et qu'en invitant une artiste à s'intéresser à ce lieu-là, ben, elle entrerait forcément autrement dans ces récits-là officiels, puis donnerait peut-être à voir complètement autre chose. Puis la manière dont Raphaël de Groot s'est donc intéressé aussi à ce lieu-là, ben, c'était dès les premiers séjours, dès les premières recherches effectuées, c'était de s'intéresser à l'archipel humain qui courait le long des côtes face à cet archipel géographique-là avec les îles. Sachant que plusieurs villages, là, 7 en tout, villages et communautés acadiennes et aussi Inuits, se développent de manière donc un peu autonome. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça que la route relie l'ensemble de ces communautés-là. Même s'il y avait des échanges à l'avance, ben, il y a vraiment des manières de développer des activités, des vocabulaires, des objets, des façons de faire qui sont propres et des manières de décrire les choses qui sont propres à chacune de ces communautés-là. Et bon, pour faire court et dire l'essentiel à propos de ce projet-là, il y a quand même, il est composé de toutes sortes de choses, donc des recherches évidemment, la participation de l'artiste, mais aussi de moi en tant que commissaire à toutes sortes d'activités qui avaient lieu dans les communautés, dans les villages, et de différentes collectes là, menées davantage par l'artiste, donc collecte de déchets dans le cadre d'une opération de nettoyage des berges organisée par Parc Canada. Sachant que les déchets, c'est une chose qu'on peut cueillir sur les îles. Une collecte d'entrevues auprès d'employés de Parc Canada sur l'interprétation de la nature, sur les réflexions que les îles suscitent chez eux, mais aussi chez toutes sortes de personnes dans la communauté qui ont plein d'activités dans le territoire. Puis ensuite, une collecte d'objets qui incarnent nos rapports au territoire, nos manières de faire. Un moment très important dans le projet, ça a été un atelier collectif qui a été organisé avec l'aide de la Boîte Rouge Vif, qui est un organisme à Chicoutimi qui travaille la médiation culturelle puis la muséologie collaborative en contexte autochtone, beaucoup, avec qui on a rassemblé en fait des intervenants, des personnes de toutes les communautés pour pouvoir mener une activité de réflexion de 2 jours avec des objets que les personnes apportaient pour discuter de leur relation au territoire. Ça a été un échange vraiment très significatif qui témoignait de différentes relations au lieu. Il y a eu aussi des actions performatives menées dans le territoire par l'artiste, vraiment destinées à la caméra, qui n'étaient pas des actions nécessairement publiques. Puis donc, toute cette expérience-là, puis cette accumulation de choses collectées et vécues, ben, ça a produit différentes œuvres ou différentes productions artistiques. D'abord, bon, l'expérience d'un campement-exposition, donc plutôt que de faire une œuvre publique vers laquelle toutes les personnes seraient conviées à converger puis à aller voir la production de l'artiste. Raphaël de Groot a plutôt imaginé un campement-exposition qui allait se déplacer de communauté en communauté en prenant, disons, exemple sur différentes initiatives itinérantes qui sont déjà organisées comme ça sur la Côte-Nord, c'est-à-dire, par exemple, la cour judiciaire là-bas est une cour itinérante, donc qui se déplace de village en village. Et donc, il y a plusieurs choses qui fonctionnent comme ça là-bas. Et donc, le campement exposition qu'on va voir là, apparaître sur les images très bientôt, voilà, était constitué avec une embarcation, une tente Inou, une série des vestiges, un peu des déchets qui avaient été accumulés, puis qui, dans chaque lieu, en fait, prenait vraiment une forme de rassemblement très singulière, c'est-à-dire que c'est pas la même invitation qui était faite à chaque endroit, c'est pas les mêmes choses qu'on allait offrir comme goûter ou comme repas à chaque endroit, donc c'était vraiment co-organisé avec chacun des villages pour que le rassemblement aussi ressemble aux manières de se rassembler dans ce lieu-là.
Donc là, je pense que ce qu'on voit sur l'image, c'est le rassemblement du campement exposition près de la Maison de la culture Innu à Equanichit. Et là-bas, c'était vraiment un repas communautaire avec de la viande qui avait été cuisinée par la communauté. Un autre rassemblement, par exemple, à Bejuanbets, c'était un repas de crabe qui était offert aux gens de la communauté. Donc, c'était vraiment très, très différent d'un endroit à l'autre ce qui se passait. Et les gens étaient invités à venir avec leurs objets, leurs histoires. Et bon, ça a donné lieu à ça. Ça a donné lieu aussi à un film documentaire qui est comme entre le documentaire et l'essai poétique, qui rassemble justement les voix qui proviennent des différents entretiens, les actions performées de l'artiste, le voyage du campement exposition, puis les espèces de rassemblements auxquels ça a donné lieu. Donc, il y a vraiment une narration qui est produite à l'intérieur de ce film-là. Et ça a donné lieu aussi à une exposition l'année dernière avec une installation photographique, des productions en art imprimé qui ressortent aussi de cette expérience-là. Mais bon, ce que vous pouvez peut-être percevoir justement à travers cet exemple-là, c'est que une des choses qui caractérise souvent les œuvres avec lesquelles je travaille, c'est que d'un côté, il y a comme un contact avec un ensemble de relations avec des personnes qui collaborent, qui participent dans un contexte particulier qui est performatif en lui-même, puis qui, après ça, est le plus souvent documenté, enregistré, archivé de différentes manières, puis pour donner lieu à des productions, à des œuvres, finalement, même si le processus en lui-même pourrait être considéré comme une œuvre également. Mais qui sont finalement ces archives, ces documents-là, combinés de différentes manières pour nous donner à ressentir peut-être autre chose. Puis là, ben, c'est certainement ça qu'on appelle la représentation, hein, j'imagine, mais un type de représentation qui prétend pas présenter nécessairement les personnes pour les camper dans leur rôle ou parler à leur place, mais plutôt un type de représentation qui est de l'ordre du portrait collectif ou un peu peut-être polyphonique ou qui essaie de montrer des formes d'hétérogénéité, essaie de montrer aussi des contradictions, différentes perceptions. Puis j'ai l'impression que ça donne lieu dans le domaine de l'art actuel à des productions documentaires, mais qui prennent beaucoup de liberté en termes de subjectivité artistique, mais qui en même temps respectent le consentement des personnes avec lesquelles les artistes travaillent. Donc, il y a comme une tension entre ces deux éléments-là, j'ai l'impression. Puis que ça met un peu en scène des frottements entre l'individuel, le collectif, des identités qui sont explorées dans leur complexité, puis qu'on refuse en quelque part de figer ou de réduire, à travers lesquelles on perçoit beaucoup d'invisibles ou beaucoup de sensibilité, disons, plutôt que d'identifier les personnes à leur discours. Donc, c'est un peu ça que je ressens à travers cet exemple-là. Mais je m'arrête là, puis on pourra ouvrir la discussion quand Zoé aurait pu présenter aussi son travail, puis les exemples auxquels elle pense. Je pense que ça peut ouvrir sur des belles comparaisons. Merci, c'était vraiment intéressant. Je ne connaissais vraiment pas ce projet. Est-ce que je lance tout de suite dans... Comme tu OK, veux. je vais juste lancer tout de suite. Puis j'ai pris des notes pendant ta présentation. OK. OK. J'ai fait le fond jaune parce que c'était un jour gris à Vancouver. Donc, voilà. Donc, je vais juste rapidement parler d'un projet que j'ai fait qui s'appelle Le jeu et le nous. Et j'ai pensé justement à Véronique parce que ça me fait, dans un sens, ça avait beaucoup de liens avec son projet Polyphonie
que tu avais fait en 2015 sur cette idée. Donc, dans cette exposition, Le jeu et le nous, il y a encore cette idée de l'importance de la voix. Je pense j'ai mon intérêt. Voilà. Je pense mon intérêt pour ces projets était vraiment des projets où ils travaillent encore avec les différentes communautés ou des différents groupes, mais où moi je le voyais vraiment en relation avec le documentaire, le genre du documentaire. Donc, je trouve que ces artistes étaient intéressés de refuter ou de refuser ou de contrer l'histoire ou l'histoire colonialiste et du documentaire justement qui est vraiment émergé au début des années, au début de la 20e siècle. Donc, ces projets souvent vont offrir des plateformes à des différents gens de s'exprimer et ça met la voix en valeur. Donc, il y a beaucoup l'importance... pour revenir à cette idée de l'importance du documentaire et la perspective que je crois que ces artistes prenaient, je trouvais ça intéressant de considérer les textes de Trinity Minha, qui bien sûr était un artiste et un théoricien et qui elle-même fait des documentaires. Donc elle écrit « In the context of power relations, speaking for, about and on behalf of is very different from speaking with and nearby ». Donc, cette idée de ne pas parler pour ou à propos d'eux ou au compte d'eux des différents gens, mais de parler près d'eux ou avec, ce que je trouve assez, une approche assez émouvante. Donc, il y a il y a des projets, bien sûr, qui utilisaient la stratégie du chant. Donc, dans ce projet de Karen Tam, Karen Tam va travailler avec avec des jeunes étudiants, des nouveaux arrivants qui viennent à New York et qui étudient l'anglais. Donc, avec eux, elle va reprendre la chanson The Girl from Ipanema. Donc, dans une des vidéos, c'est comme un vidéoclip musical et dans l'autre vidéo, on voit derrière les scènes, donc on voit les rapports entre les jeunes, les adolescents, on voit leur flirtation, leurs rapports et la façon de négocier entre eux. Dans ce projet, il y a de Alana Riley. C'est un projet assez charmant où elle invite des différents gens de son quartier, des gens qu'elle fréquente dans la journée. Donc, par exemple, il y a quelqu'un de l'épicerie, quelqu'un de sa buanderie. Et donc, on a la possibilité de découvrir ces gens, mais au-delà de leur poste de travail. Donc, on a un peu accès à leur vie intime à travers la chanson qu'ils choisissent. Il y a d'autres projets qui utilisaient qui utilisait le show and tell, donc l'idée de, comment on dit en français,
montre et raconte ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce projet, Kirsten Lienars travaille avec un groupe d'étudiants, encore une fois, de Milwaukee, dans 2016, mais elle travaille avec ce même groupe à travers, jusqu'à maintenant, en fait. Mais elle a commencé en 2016, juste comme avant que Trump était voté comme président aux États-Unis. Donc, elle a fait des ateliers avec ces préadolescents. Ils faisaient leur maison idéale en utilisant le carton et le papier. Et donc, ils essayent de nous vendre leur maison. Donc, c'est une façon pour nous de découvrir leurs préoccupations, leurs soucis, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils rêvent, c'est quoi leur rêve. Voilà. Dans un autre projet dans le même veine de Show and Tell, c'était un projet de Tanya Derizio qui habite maintenant à Toronto, mais elle a visité sa ville natale en Italie et elle a invité des femmes de foyer de nous présenter, de nous montrer comment faire des différents plats typiques de la région de Abruzzo. Et voilà, donc c'est intéressant comme ce genre de projet, les gens le feront sur YouTube eux-mêmes, mais ça c'était un peu... YouTube était comme 2008, je crois, qu'elle est sortie, mais en tout cas, c'était encore tout nouveau. Dans ce projet Kulik que je voulais absolument avoir, même si c'était un peu plus âgé que les autres. Donc, c'était un projet où un collectif de femmes inuit nous présente encore une fois, donc c'est présente comment faire le kulik, qui est une sorte de lampe qui utilise la graisse animale. Donc, ça offre la chaleur, mais aussi la lumière. Mais donc, c'est vraiment un petit documentaire qui a un côté très pédagogique, mais aussi il y a du chant, il y a la narration c'était quoi la signification du kulik au passé, mais aussi au présent. Donc, je trouvais que il y avait du chant, donc ça amenait toutes ces différentes utilisations de la voix qu'on voit dans les autres projets. Ici, dans un projet de Caroline Monet, c'était un projet où elle utilise la stratégie de l'entrevue. Donc, elle a invité 10 artistes autochtones pendant une résidence à Banff de réfléchir sur cette question, c'est quoi être une femme autochtone. Donc, il y a des participants qui vont peut-être refuser cette notion, qui problématisent c'est quoi être femme, étant donné qu'ils sont bispirituels, par exemple. Donc, on voit des différentes réactions et c'est vraiment un portrait où on voit que ce n'est pas possible vraiment de définir ça. Même si ces femmes aussi ont plein de choses en commun ou plein de soucis en commun. Donc, beaucoup des vidéos dans cette exposition étaient assez frontales, assez directes. Il y avait un fort désir de s'exprimer, de se représenter. Mais j'étais aussi intéressée par des projets où les artistes enlevaient les voix. Mais ce n'était pas une question de censure. Donc, j'étais intéressée par les écrits du théoricien Édouard Glissant. Et c'est drôle, Véronique, parce que justement, il a écrit beaucoup sur les archipels.
En tout cas, c'est intéressant de peut-être visiter ça. Mais excusez-moi, je n'ai pas les textes, les citations originales en français, juste des bribes en anglais, donc les traductions. Donc, agree not merely to the right to difference, but carrying this further, agree also to the right to opacity. Donc, le droit à l'opacité pour protéger ou soutenir la diversité. Donc, il dit, the opaque is not the obscure, though it is possible for it to be so and to be accepted as such. It is that which cannot be reduced. Ce que tu viens de parler aussi, de cette question de ne pas être réduire à une identité fixe ou trop contrainte. Donc, cette idée de l'opacité qui est contre l'importance qui est mise dans la culture occidentale sur ce qu'il appelle la transparence. Donc, vraiment où on doit expliquer l'autre, on doit identifier, catégoriser et tout ça. Donc, cette tradition qui est vraiment liée au début de l'histoire du documentaire, justement. Donc, juste rapidement, je vous présente 2 projets qui étaient dans une différente veine. Donc, il y a le projet de Caroline Monet, encore une fois, qui est vraiment dans une autre, un projet qui est vraiment différent que son portrait. Mais ici, elle a invité des artistes autochtones. Il y a elle-même, il y a sa sœur Émilie Monet qui travaille plus dans le théâtre. Il y a Nadia Mir. Mais ils sont réunis pour un repas assez spectaculaire, très sensoriel, autour un repas avec bien sûr le très connu réalisateur Alanis Obamsawin et donc encore une fois un lien très fort au documentaire justement. Donc, mais on n'a pas accès, on peut juste regarder ce repas et vraiment admirer elles sont tous vraiment resplendissantes, mais on n'a pas accès aux paroles de qu'est-ce que Alanis dit, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment ses paroles, sa sagesse, ses connaissances est vraiment gardée pour ces jeunes artistes qui sont présents là-bas, dans ce repas. Donc, il y a aussi une vidéo d'une jeune artiste que j'admire beaucoup, Shirley Bruno, qui est une artiste d'origine haïtienne qui habite à New York, mais aussi elle est aussi basée à Paris parfois et aussi en Haïti. Donc, elle a fait un projet elle fait un documentaire ou un film avec une vraie famille de 3 générations qui vont réinterpréter une légende très connue en Haïti qui s'appelle Tezen. Et je trouvais encore là, elle refusait de nous expliquer c'est quoi la légende. On est juste tout de suite, on entre tout de suite dans ce monde qui est un retelling de cette légende, mais aussi on a accès à voir la vie rurale d'une famille en Haïti. Donc, en tout cas, je trouvais ça le film en plus, dans ces 2 derniers films, il y a un côté énigmatique qu'on ne trouve pas dans les autres projets. Et je trouve ça intéressant de considérer ces films à travers cette perspective de l'opacité où ce n'est pas nécessaire de présenter tout, de donner tout, comme c'était... L'idée de la représentation est complètement différente et
ça pose la question, c'est pour qui? C'est qui le public aussi? Donc, voilà. Attends. Je vais stop share. Voilà. Oui. Merci, c'est super. Il y a plusieurs aussi projets que j'apprends à découvrir à travers, à travers ta présentation. Puis c'est vrai qu'il y a, en tout cas, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de résonance. Puis cette question-là de pour qui, en fait, à qui s'adressent justement ces représentations-là, mais aussi par qui sont-elles faites, ben, c'est vraiment très important dans la façon dont on va voir le regard qui est posé. Puis moi, je me demandais aussi parce que euh, je, j'ai l'impression que pour toi, c'est comme s'il y a l'œuvre documentaire qui est le point de départ de ta recherche, justement, qui pose cette question-là du qui parle, à qui on parle, de comment justement, cette idée de parler avec et de parler près de quelqu'un. Donc, cette posture énonciative-là, puis de partir du documentaire dans lequel il y a justement des collaborations ou des personnes qui prennent la parole, des voix qui s'adressent à nous. Puis il y a une performativité donc de la parole aussi, puis une performativité, j'imagine, de l'identité à travers le corps qui est là devant la caméra. Puis j'ai l'impression que dans la manière dont moi je décrivais les choses, ça se posait à l'inverse, c'est-à-dire que, tu sais, pour moi, c'était très, il y a de la collaboration, il y a de la il y a de la performance, il y a des gestes qui sont posés. Puis ensuite, ces choses-là utilisent des stratégies documentaires pour être mises en œuvre, mais ces œuvres-là posent finalement des questions très similaires. Mais je me demandais, du point de vue de l'œuvre documentaire, justement, comme toi, tu l'as abordé, est-ce qu'il y a une performativité des images au-delà de ce que les gens performent au moment où ils sont filmés dans l'action, justement, de collaboration ou dans la relation entre l'artiste et les participants, mais est-ce que le film en lui-même est-ce qu'il performe quelque chose? Est-ce qu'il y a une performativité de l'image? Puis est-ce que de quoi cette performativité-là est faite? Moi, c'est une question que je me pose. C'est intéressant. Oui, tu m'avais fait déjà cette remarque et je trouve ça très intéressant. Oui, je pense que j'ai commencé avec de la recherche sur le documentaire. Justement, je n'ai pas mentionné, mais le moment que la technologie permettait d'avoir la voix simultanée, c'était un moment très important dans l'histoire du documentaire parce que c'était pas nécessaire peut-être d'avoir une narration, une voix off, par exemple, ou les intertitres. Donc, oui, je trouve ça intéressant alors de penser à quel moment aussi que la voix des sujets était entrée dans cette histoire. Et je trouve ça intéressant de penser ça. Et j'ai aussi, dans ma recherche, je suis aussi juste intéressée par l'idée du documentaire. Souvent, les gens vont dire, OK, ça c'est le documentaire, une certaine esthétique, une esthétique de vrai ou du réel. Donc, je pense que ces deux points de départ étaient aussi, c'est quelque chose que je considère depuis longtemps. En termes de performativité d'image, il faut que je réfléchisse. Justement, en t'écoutant, je vois vraiment que je n'ai pas la même connaissance de la performance ou de la performance comme une performance art. Je trouve que je n'ai pas cette même connaissance, oui.
Moi, je Mais en même trouve... temps, moi, je n'ai pas non plus cette même connaissance du documentaire que toi, parce Oh que non, mes non, non, recherches oui, 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 non. sont aussi de voir qu'il y a des œuvres qui utilisent finalement des processus similaires Mhm, qui sont justement envisagés par deux commissaires qui ont des points de départ différents. mhm. Puis ça donne aussi complètement un regard riche et très différent sur les œuvres. C'est vraiment... Mais je trouvais, je trouvais en écoutant la présentation sur Raphaël de Groot que tu étais très intéressé par le développement, l'évolution des différentes communautés qui s'est émergé à travers ces différentes actions ou des différents gestes et des différents contacts. Donc, peut-être ces communautés n'existaient pas avant, par exemple. Donc, et puis le documentaire, je n'ai pas vu cette vidéo dont tu parles, bien sûr, mais puis le document arrivé après. Et oui, donc oui. Mais j'ai l'impression que c'est comme si aussi il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a le fait qu'il y a parfois des communautés qui sont créées par des projets artistiques collaboratifs, des genres de communautés temporaires, comme par exemple l'atelier de 2 jours qui a été réalisé dans le cadre du projet, c'est-à-dire on a mis des gens ensemble pour une courte durée de manière très provisoire. Il y a eu une petite communauté qui s'est créée avec ces personnes-là. Mais moi, j'avais tendance à être quand même plutôt critique par rapport à des communautés qui peuvent être créées justement comme ça, des groupes qui peuvent être créés par des artistes de toutes pièces. Ça me fait revenir un peu au début de mes recherches parce que, par exemple, Nicolas Bourriaud, le critique d'art français, quand il parle de l'esthétique relationnelle, il va parler de la convivialité qui se crée dans des projets d'artistes comme Récré de Tiravanija, où les gens vont partager un repas dans un musée, puis vont créer une espèce de communauté temporaire ou provisoire. Puis moi, je me questionne beaucoup aussi sur dans quel contexte d'hétérogénéité ces communautés provisoires-là se créent. C'est sûr que de créer une communauté provisoire dans un musée ou dans une université, c'est pas la même diversité de personnes que de la créer dans un espace public ou de la créer dans d'autres contextes. Donc, c'est sûr que le contexte est vraiment important, j'ai l'impression, pour qu'il y ait un potentiel, en tout cas, de rencontre de la différence. Là. J'ai l'impression que c'est quand même important d'une certaine façon, en tout cas, dans les projets. Puis c'est pour ça que je m'intéressais aussi à des productions qui se passent ou en tout cas qui cherche à agir un peu hors les murs. Là. Je pense que c'était ma fascination du hors les murs au départ, partait un peu de là. Mais en même temps, je veux dire, ça dépend vraiment des contextes. Puis la deuxième chose qui me vient en tête, c'est comme si il y a des moments participatifs partagés entre les personnes, mais ensuite, c'est comme si, justement, les documents, puis la manière de représenter les choses, puis de les rejouer, soit dans un film documentaire ou dans une œuvre installative où on voit des images, puis on voit des paroles, puis on voit différentes choses qui sont mises en jeu. C'est comme s'il y a des gens qui peuvent avoir eu une interaction seulement avec l'artiste, par exemple, dans le cadre d'une entrevue, mais qui, à travers l'œuvre, se voient appartenir à un ensemble et peut-être là à une sorte de communauté, j'ai l'impression, puis ont l'occasion de faire peut-être l'expérience d'être en relation avec d'autres à travers l'œuvre. Alors ça, je trouve ça assez fascinant comme processus. Quelqu'un qui aurait participé, par exemple, à 1 heure avec Raphaël à faire quelque chose et qui ensuite voit le film puis voit un peu comment tout ça s'imbrique dans d'autres discours puis dans d'autres types de relations. Là. Je ne sais pas, est-ce que les œuvres peuvent être des manières de faire communauté d'une certaine façon, dans ce sens-là, à travers leurs gestes d'édition, tu sais? J'aimerais que quand même, j'aimerais que tu parles de ton rôle
commissarial ou comment est-ce que tu négocies ces moments de conflit? Oui, je suis curieuse. Et étant donné que tu as, par exemple, ces soucis et tu vas accepter qu'il va y avoir des moments de conflit et que ce n'est pas toujours des moments conviviaux, blablabla. Donc, comment tu négocies ça en tant que commissaire et aussi ta relation avec l'artiste je trouve que c'est difficile aussi de faire un projet si tu prends un côté critique aussi. Mm. Oui, j'ai l'impression que je ne suis pas tellement non plus critique par rapport à ce projet parce que j'en suis vraiment partie prenante. Je pense que c'est la fois où j'ai été le plus peut-être impliquée de près avec la création, où j'ai moins de distance, là, effectivement, par rapport à ça. Je garde ta question, puis je lance déjà un peu la troisième chose qu'on avait envie d'aborder, puis je pense que ça va y toucher aussi, parce que la troisième chose qu'on voulait discuter avec vous aujourd'hui, c'était comment est-ce que nos recherches puis nos pratiques curatoriales transforment notre regard? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Qu'est-ce que ça nous apprend? Fait que je pourrais répondre à ta question à travers cette question-là aussi de ma posture, puis qu'est-ce que ça m'apprend? Parce que j'ai beaucoup... Je ne sais pas si... En fait, c'est toujours, je veux dire, participer à des projets comme ça où on fait appel à toutes sortes de personnes, puis on ne sait pas comment, au départ, les gens vont vouloir participer ou s'ils vont être confortables dans les situations où ils vont être. Ben, c'est toujours confrontant, puis c'est toujours aussi un apprentissage sur soi, à quelque part, là, parce qu'on voit un peu comment on réagit, puis c'est pas parce que nous, on est complètement passionnés et intéressés par toute la question de l'art puis de l'art contemporain que les gens vont directement être intéressés parce nous, on a à leur proposer avec un projet artistique. Donc, c'est vraiment dans la rencontre que ça se crée, puis dans le long terme, en fait, là, c'est beaucoup les relations qui ont été créées dans le cadre de ce projet-là, elles reposent beaucoup sur la capacité à créer des relations de confiance que Raphaël a. Moi, j'y ai été de temps en temps pour 1 mois ou pour 2 mois ou pour quelques semaines, mais c'est vraiment elle qui a passé 1 an dans la région à participer à toutes sortes de choses, à l'école, au centre communautaire, avec des gens, avec des groupes, avec des amis, donc qui a vraiment vécu là-bas. Puis je pense que ça, c'était vraiment un élément clé. Après, si je regarde disons l'ensemble du projet Subsistance, il y a une question très forte avec laquelle m'a laissé ce projet-là, qui est puis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage là, par rapport à la région, aux enjeux, au contexte autochtone et tout ça. C'est vraiment à partir de ce projet-là que j'ai pu développer plus une sensibilité, une curiosité significative pour la culture Innu, mais aussi pour l'art autochtone en général. Je pense que ça a été vraiment déterminant dans ma pratique de commissaire, puis ça va le rester. Puis c'est vraiment, pour moi, ça a été le début d'un chemin d'apprentissage au sujet de ces pratiques-là dont je considère aujourd'hui que j'ai la responsabilité de faire, puis que j'ai entrepris, puis qui se continue. Mais il y a une question peut-être plus globale qui me reste par rapport à ce projet-là, puis c'est vraiment le fait, puis je n'étais pas capable d'articuler ça clairement en 2017, mais là, avec 3 ans de recul, ça commence à prendre forme. C'est le fait que moi, j'étais une commissaire du Québec dans ce projet-là. J'étais la seule commissaire francophone du projet et Raphaël était la seule artiste francophone du projet également. Et que tous les autres commissaires de Repère 2017 ont travaillé avec des artistes autochtones et pas moi. Puis, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que comme ça, je veux dire artistes autochtones dans le cadre du projet, mais aussi artistes racisés ou artistes de couleur. Et puis,
il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que, bon, en 2017, je pense que je n'avais pas nécessairement les relations qui m'auraient permis de développer un projet de cette envergure-là avec une artiste, par exemple, autochtone, francophone, avec qui j'aurais pu travailler là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans mes connaissances ou dans mon univers à ce moment-là. Mais il y a aussi le fait que la dimension, disons, francophone du projet, qui était basé à Toronto, a pris tellement de place et a engagé une forme de surcharge de travail aussi sur moi, comme j'étais la personne qui était capable de travailler ou de valider, disons, ce qui allait sortir en français de ce projet-là, les univers de référence, mais aussi toutes les communications et tout ça. Ça fait que ça m'a rendue en quelque sorte aveugle ou moins attentive à justement à des traductions du projet en Innu, en langue Anishinaabe, en toutes sortes d'autres formes ou propositions que ça aurait pu prendre parce que la dialectique justement anglais-français a pris beaucoup de place. Et c'est comme si aussi, bon, Raphaël et moi, on était en quelque sorte en tant que francophone dans ce projet-là et d'une perspective torontoise, des éléments de diversité culturelle canadienne en tant que francophone aussi. Donc ça, c'était comme intéressant. Mais un des problèmes, c'est que le fait que je n'ai pas, moi, travaillé avec une artiste autochtone, ça n'a pas posé de problème à personne. Et donc ça, je trouvais que c'était un problème, en quelque sorte. Puis, c'est aussi, je pense que je ferais différemment aujourd'hui une contribution à ce projet-là. Puis, même si j'ai beaucoup apprécié travailler avec Raphaël, puis que je sais vraiment pas pour remettre en question du tout la qualité de ce projet-là ou la qualité de son travail, mais en tout cas, c'est une réflexion qui m'est restée puis qui m'a engagée dans l'action et puis qui est conflictuelle pour moi depuis un certain temps, de me questionner sur ma posture puis sur qu'est-ce qui guide finalement mes choix de commissaire, puis qu'est-ce qui en ressort. Là. Mais je ne sais pas si ça répond Non, à ta non, non, question, mais en tout non, cas, merci pour être si franc, si franche, vraiment. Je pense que ça me résonne aussi. Je pense en faisant cette exposition aussi, je me suis vraiment rendu compte de la différence entre les projets. Il y a des projets où il y a des gens qui travaillent, des artistes qui travaillaient avec un groupe et leur donner une plateforme. Et puis, il y avait d'autres projets où les artistes étaient intimement liés avec ces communautés-là. Et c'était comme par exemple dans le cas de Caroline Monet, elle s'insère toujours dans tous ces projets-là, donc dans le Portrait of an Indigenous Woman et dans Creatura Dada. Donc, il y a vraiment une différence entre ce défi d'être se représenter d'un certain sens ou se représenter avec d'autres que donner une plateforme à d'autres gens. Et c'était vraiment ce projet qui me fait, ça a l'air très simple, mais c'est ce projet qui m'a vraiment fait voir les différentes voies, en tout cas. Je suis aussi, en faisant ce projet, je pense que j'ai vraiment commencé avec les projets comme sur le chant ou les entrevues, mais à la fin, je suis devenue vraiment intéressée par ces projets comme de Shirley Bruno ou de Caroline Monet dans l'axe de Creatura Dada. Puisque c'était vraiment embrasser une cultivation d'autres esthétiques. Donc, je suis intéressée par cette idée de faire un travail décolonialiste, mais qui ne doit pas toujours s'engager avec le discours dominant, mais qui en fait tourne le dos, peut-être essayer de juste tourner le dos complètement et de cultiver une autre esthétique qui n'a rien à voir avec
la culture dominante blanche, etc. Et c'est pas pour dire que je n'ai pas vraiment... je pense que c'est juste intéressant parce que moi-même, tu sais que j'ai fait la littérature anglophone et francophone à l'université, l'histoire de l'art, toujours occidentale. Donc, tu vois que toi-même, tu participes, bien sûr, dans cette... Tu fais partie de ce discours. Donc, comment... et je sais la valeur de ce discours et cette littérature européenne, etc. Mais c'est juste que peut-être j'ai le goût pour quelque chose d'autre. Et juste, c'est tellement facile. On est tellement entouré par ces esthétiques que c'est intéressant et c'est important et c'est juste vraiment plus riche de s'intéresser dans ces autres projets. OK, je parle trop. Mais non, c'était une artiste autochtone avec qui j'ai discuté, puis elle m'avait dit qu'elle trouvait que c'était parfois fatigant de toujours faire le travail de décolonisation, que parfois elle voulait juste s'amuser avec les matériaux, s'amuser pour trouver une nouvelle esthétique et prendre du plaisir avec ça et pas passer tout son temps en train de critiquer, décortiquer le discours colonialiste blanc au Canada. Donc, je ne veux pas dire que ce n'est pas un travail important, mais que peut-être il y a une diversité de façons de faire ce travail décolonialiste et je trouve que c'est intéressant je veux j'apprends de ces artistes comme Shirley Bruno qui est vraiment, elle embrasse totalement les différentes esthétiques haïtiennes, par exemple. Oui. Donc, c'est ça que j'ai appris de ce projet. OK, ça, c'est quelque chose on peut s'entendre là-dessus, qu'on apprend énormément des œuvres d'art, puis des relations avec les artistes avec qui on travaille, évidemment. Là, ça se passe vraiment dans l'échange. Puis, oui, mais justement, je te trouve très courageuse d'apprendre dans l'élaboration du projet à côté des artistes et à côté des différentes communautés. Justement, dans ma pratique, peut-être j'ai besoin d'un peu de distance et c'est pour ça peut-être j'aime aussi étudier les documentaires ou des réinterprétations de documentaires, mais ça me donne assez de distance d'apprendre de ce que ces artistes font pendant que toi, tu es vraiment en train de le faire in situ. Ça dépend parce que je dis souvent que des fois, un projet d'œuvre existante en galerie, ça peut être aussi je fais aussi ça, puis ça peut donner aussi une pause des fois de contexte là, plus intense où je suis plus dans la justement. Donc, la distance pour la réflexion est aussi nécessaire. Puis, je pense que c'est bien, en tout cas pour moi, d'avoir les deux. Et je ne veux pas te limiter à toujours faire le même sorte de travail. Non, c'est ça. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais je pense que chaque projet aussi appelle à des formes un peu de recherche différentes, puis à explorer différents contextes. Puis là, on n'a même pas parlé encore des publics qui s'intéressent à nos expositions ou des discussions qu'on peut avoir avec des gens qui finalement sont dans les expositions qu'on organise, puis eux aussi, ça peut soulever la question de la communauté autrement, mais je pense qu'on peut s'arrêter ici, puis peut-être remercier Marie-Hélène, Myrna, Jessica et Jérémy. On a 3 Jessica! Oh mon Dieu. L'équipe de la Galerie de Lucas pour nous avoir invités à converser ensemble. Là, je pense que ça ne s'arrêtera pas ici aujourd'hui. On devrait continuer à se parler par la suite, j'espère, Zoé. Puis je pense que ça va tout à fait dans le sens justement de
de créer puis de maintenir des relations significatives, là, cette discussion-là. Pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ton travail, pour tes expositions. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu tes textes avec beaucoup d'intérêt. Puis, je dirais même que si les gens qui écoutent ça par après ont envie de, je sais pas, être en discussion avec nous, ben, demandez nos coordonnées à la Galerie UCO, ils vous les donneront, puis on pourra à partir de là échanger avec plus de gens. Merci Véronique. Merci.